Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Gao est désormais libéré par l'armée malienne et ses alliés. La population est sortie massivement pour accueillir le chef de commandement des opérations, le colonel-major Didier Dako. Il était accompagné du maire de la ville, Sadou Aruna Diallo, qui retrouve les siens. Moment d'allégresse, de liberté, de joie, entente donc pour les populations qui ont si longtemps attendre cette ère de délivrance. Envoyés spéciaux à Gao, Moussa Ari Maïga, Aliou Touré. Depuis ce samedi, la ville de Gao est donc sous contrôle des forces armées maliennes avec leurs alliés. Et pour le colonel Didier Dako, la ville est sous contrôle. Le Gao est complètement libre sous le contrôle des forces à Gao, qui ne sont pas seulement des forces maliennes. Il y a aussi des forces françaises, des forces tchadiennes, comme je le disais, et des forces nigériennes. Gao est libéré et je suis venu rendre hommage à nos ancêtres. Je suis venu rendre hommage à nos ancêtres. Le Mali est un pays béni. Un sentiment de fierté et un sentiment de devoir accompli. Pour la jeunesse de Gao, mobilisée pour savourer sa victoire et la liberté au nom du Mali contre le terrorisme international, quand un homme refuse, il dit non. Véritable fête à Gao. L'Afrique et la communauté internationale se mobilisent pour le Mali. Sur le terrain, les troupes maliennes et françaises poursuivent leur offensive contre les envahisseurs et chaque jour enregistrent son lot de succès. Après Gao, qui est sous contrôle, les forces armées maliennes et françaises sont également arrivées à Tombouctou. Auparavant, à Kidal, le refuge du chef d'Ansardine, Yad Agali, a été détruit par les bombardements de l'aviation française. On fait le point avec Sidiki Dambélé. 17e jour de l'offensive contre les djihadistes, les troupes françaises et maliennes sont entrées dans la ville de Gao, la plus importante ville du nord du Mali, située à 1200 km au nord-est de Bamako, est désormais débarrassée des fous de Dieu. Les forces sont venues à bout du Moujao, les mouvements pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui est à l'origine de nombreuses exactions. Des membres des forces spéciales bénéficiant d'un appui aérien se sont d'abord emparés de l'aéroport et du pont stratégique de Wabaria. Puis des soldats africains, notamment du Tchad et du Niger, sont venus par avion du Niger voisin jusqu'à Gao. Ils sont maintenant chargés de patrouiller dans la ville. Mes sentiments, je tombe du ciel pour être chez moi. Grâce à Dieu et grâce à la France. Après Gao, ce sont les villes de Tombouctou et de Kidal qui sont les cibles du jour. Pour échapper au raid de l'armée française, les islamistes auraient quitté leur fief de Kidal pour se réfugier dans les montagnes environnantes de l'extrême nord-est du pays. Sur ce front, situé à 1500 km de Bamako, les frappes aériennes ont notamment touché le domicile de Yad Agali, le numéro 1 d'Ansardine. Sa maison a été entièrement détruite. Et enfin, bonne nouvelle à Gao, le réseau téléphonique est établi ce dimanche à 17h au bonheur des populations. Loin du Mali, mais le combat est le même. Direction Addis Abeba avec ce cri de cœur du président en exercice sortant de l'Union africaine, le président béninois Yahi Boni, qui a appelé à la mobilisation générale et au soutien à la résolution 2085 de l'ONU pour accompagner le Mali. Cet appel a été lancé lors des travaux du 20e sommet de l'Union africaine qui ont débuté hier à Addis Abeba. Un rendez-vous auquel a pris part le président de la République par intérim, John Kounda Traoré. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Adama Kamara et Modibo Mariko.
Une belle brochette de présidents et de chefs de gouvernement autour du président Yayi Boni et la présidente de la commission de l'UA, Nkosazana Dlamini Zuma. On a aussi noté la présence du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et du président de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, Mahmoud Abbas. Salesforce note l'absence du premier ministre turc, pourtant invité d'honneur du sommet. Le Mali est représenté par une forte délégation dirigée par le président de la République par intérim, John Kounda Traoré. Une aussi forte représentativité pour, selon les dires de la présidente de la commission de l'UA, renouveler l'engagement des États membres envers l'Afrique et la mettre sur orbite pour les 50 années à venir. D'où le choix du thème de ce 20e sommet panafricanisme et renaissance africaine. Nous sommes un continent en pleine croissance, plus de 5%, avec une population jeune qui se projette déjà dans l'avenir par la maîtrise d'éthique, a affirmé Mme Zuma. Mais rien de cela ne sera possible si le continent ne renouvelle pas et ne renforce pas sa capacité à faire face au conflit. Le président en exercice de l'UA, le Béninois Yayi Boni, lui a déploré la non-définition du rôle des instances de l'UA. Comme solution, il a invité les Africains à révisiter les textes fondamentaux de création de l'organisation pour, dit-il, raffermir l'UA des peuples. Yayi Boni a proposé un mode électif, par exemple, pour la présidence du Parlement africain à la place du mode de désignation qui a cours en ce moment. S'agissant de la guerre dans notre pays, il s'est adressé à l'assistance en ces termes. Je voudrais saluer la France qui, face au délai de réaction extrêmement des leaders d'Afrique, même de la communauté internationale, a pris les devants pour faire ce que nous aurions dû faire face au terrorisme international qui menace un pays membre, reconnu par sa tradition démocratique, le Mali. L'urgence de la situation appelle à la mobilisation générale pour la mise en œuvre rapide de la résolution 2085 du Conseil de sécurité en vue du déploiement sans délai de la commission pour laquelle des pays africains mobilisent déjà leurs forces et moyens. Je les salue avec beaucoup de respect et de considération. Engagée par le secrétaire général de l'ONU à notre pays. Nous sommes résolus à tout faire pour aider le peuple malien à traverser cette épreuve. Les agents aident les populations civiles qui souffrent. Les Nations Unies ont également envoyé des spécialistes dans les domaines militaires et politiques. C'est une obligation morale qui s'impose à l'ensemble de la communauté internationale. J'ai présenté au Conseil de sécurité mes recommandations concernant le dispositif de soutien logistique à la MISMA. Un des mots forts du sommet a été le passage de témoins à la présidente de l'organisation entre Yayi Boni, qui achève son mandat, et le premier ministre de l'Éthiopie, Desalegn Haïlé Mariam. Le poste de premier vice-présidence est revenu à la Mauritanie, la seconde au Mozambique, celui de troisième vice-président au Tchad. Le Bénin assure celui du rapporteur. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les regards sont tournés désormais vers la conférence des donateurs pour les Maliens, une tribune qui permettra de trouver les financements en vue de la mise en place totale et rapide des forces de la MISMA dans notre pays. Retour ici au Mali, ils ont toujours clamé combattre au nom de l'islam, mais voilà, le masque est tombé. Ces bandits armés, trafiquants de drogue, ont terrorisé les populations paisibles et enrôlé des enfants soldats. Nous avons pu rencontrer un de ces malheureux innocents. Il s'appelle Boubacar Bari, un enfant soldat endoctriné et drogué par ces extrémistes, mais heureusement, il a pu être exfiltré par les éléments des forces armées et de sécurité maliennes lors de la reprise de Djabali. Nous vous invitons à suivre le témoignage de cet élève coranique avec Kandisila. Boubacar Bari, né vers 1995, comme il vient de le dire, est un enfant soldat enrôlé par les forces djihadistes, jusqu'à sa délivrance ce vendredi à Djabali par les forces armées maliennes. Natif de Direfouné, dans la commune rurale de Aïbongo, cercle de Diré, il a été vendu par son maître coranique et n'a perçu que 2000 francs en tout et pour tout. Fils de Hassana et de Belko Alaïbari, ses parents ont dû fuir leur domicile conjugal suite à des menaces de mort. Enrôlé, endoctriné, puis drogué, Boubacar Bari servait de cuisinier
et d'autres corvées propagandistes. À Djabali, il a été infiltré avec 24 autres compagnons, tous des élèves coraniques. À la reprise de Djabali par les forces maliennes et françaises, Bouakar Bari dormait sous l'effet de la drogue. Il a reçu 3 injections au dernier moment des hostilités, pour les galvaniser afin de les permettre de ne pas fuir. Donc au moment des faits, il a dormi. Il a dormi sous l'effet des 3 injections, 2 sur les 2 bras et la 3e injection sur les fesses. Et même maintenant, il dort beaucoup. Le cas de Bouakar Bari pose une fois de plus le problème récurrent des enfants talibés, mendiants et autres enfants de la rue. En attendant, Bouakar Bari est au niveau de la Légion de gendarmerie de Ségou. Le règne des bandits armés dans la ville de Konna n'est plus qu'un mauvais souvenir pour les habitants. Là-bas, la ville retrouve son cours normal depuis la débâcle des assaillants il y a 2 semaines et l'heure est maintenant aux préparatifs de la reprise de l'activité dans l'administration et dans les écoles. C'est justement l'objet de la visite que le préfet du Mopti vient d'effectuer dans la localité. Reportage Moustapha Doumbia. C'est en prélude au retour de l'administration à Konna que le préfet du cercle de Mopti a initié cette visite. Visite au cours de laquelle le préfet et sa délégation se sont rendus dans les lieux saccagés et pillés suite à l'occupation de la ville par les djihadistes. Parmi ces lieux visités, les bureaux du sous-préfet, la mairie, le débarcadère de Konna, l'école fondamentale C, entre autres. C'est vraiment apporter la solidarité du peuple malien, des hautes autorités du Mali à cette population. Et constater également de visu les dégâts qui ont été arrêtés, surtout dans la perspective du retour de l'administration ici à Konna. La population de Konna vit aujourd'hui dans la paix et dans la quiétude. Qu'à cela ne tienne, des dispositions sont nécessaires pour évacuer des munitions qui restent encore dans certains lieux. Vraiment, je vous dis aujourd'hui qu'à Konna, tout va bien. Les esprits sont calmés, les gens sont tranquilles. Ça ne peut pas être comme avant, mais vraiment aujourd'hui, ça va dans l'ensemble. On a rencontré plein de munitions qui n'ont même pas été utilisées. Je propose à l'État, la première chose à faire, c'est de voir comment éliminer ou bien nettoyer tous ces lieux-là, parce qu'il y en a plein ici. On prit part à cette visite les directeurs régionaux de la santé et du développement social, le président de la Croix-Rouge de Mopti, le sous-préfet de Konna, entre autres. Sur un tout autre plan, après la pluie, c'est le beau temps. Bamako a reçu hier après-midi une fine pluie. Nous sommes allés comprendre ce phénomène auprès des spécialistes de la météo qui l'expliquent par la baisse excessive de température enregistrée sur le continent européen. Tiemogo Konate. Une fine pluie accompagnée de la fraîcheur. Selon les spécialistes de la météo, cette situation s'explique par une baisse excessive de la température sur le continent européen, touchant certains pays d'Afrique. Ces froids excessifs sont drainés vers l'Afrique, en passant pratiquement par la Corne Nord, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Et avec les vents qui sont très forts en altitude, il y a une invasion froide, donc ce qu'on appelle communément les descentes froides, qui arrivent vers chez nous. Donc ce qui fait qu'il y a un renforcement de l'humidité atmosphérique. L'humidité atteint les 85%, même plus pour certaines régions. Ce changement climatique annoncé dans le bulletin météo dans un passé récent n'est pas exceptionnel, estiment les spécialistes. Si vous regardez le document climatologique, vous verrez bien que souvent au mois de janvier, février, mars, même il y a la pluie qu'on appelle communément la pluie de mangue. Donc ce n'est pas une situation exceptionnelle, mais ça arrive toujours lorsqu'il y a un phénomène extrême au niveau de l'Europe. Cette baisse de température accompagnée de la pluie pourrait s'étendre sur 5 jours, voire une semaine. À présent, sport, football, CAN Afrique du Sud 2013, le pays organisateur, l'Afrique du Sud et le Cap-Vert se sont qualifiés hier dans le groupe A pour les quarts de finale. Le Cap-Vert, victorieux 2-1 de l'Angola, a créé la première sensation de cette compétition. Dans l'autre rencontre, l'Afrique du Sud et le Maroc se sont séparés 2 buts partout. Le résumé du groupe A, c'est avec Siragatou Sissé. Coup de théâtre à Port-Elisabeth. Le Cap-Vert, s'invitant dans l'arène des meilleures équipes africaines, jouera bel et bien les quarts de finale de la CAN suite à sa sensationnelle victoire 2-1 sur l'Angola.
Pourtant, les choses avaient mal commencé pour les Cap-Verts. Le capitaine Nando marque contre son camp à la 34e minute. Les requins bleus se remobilisent pour établir la parité par Fernando Varela à la 80e minute. En toute fin de partie, Heldon Ramos envoie le Cap-Vert au paradis de... En finale d'une CAN, les requins bleus se montrent ambitieux en s'offrant le ticket des quarts de finale. A l'inverse, les Palancas Negras d'Angola sont éliminés au premier tour comme en 2012. Un peu plus loin, à Durban, l'Afrique du Sud, devant son public chaud bouillant, a tenu son rang. Les Bafana Bafana avaient leur carte en main en obtenant un précieux match nul, 2 buts partout face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Issam El Adoua, 10e minute. Et Abdi Hafidi, 81e minute, sont les buteurs côté marocain. Maï Mahalangou, 70e minute. Et Siabonga Sangweni, 82e minute, ont placé l'Afrique du Sud dans le bon wagon jusqu'en quart de finale. La dernière fois que les Sud-Africains ont atteint ce cap, c'était en 2002, ici au Mali. Les contre-performances s'enchaînent dans la tanière des Lions du Maroc comme un mauvais sort. Éliminé dès le premier tour en 2012, le Maroc a encore calé. Le classement définitif est le suivant. Première, Afrique du Sud, 5 points plus 2. Deuxième, Cap-Vert, 5 points plus 1. Troisième, Maroc, 3 points. Et quatrième, Angola, 1 point. Marocains et Angolais n'ont que le temps de retourner à l'hôtel pour préparer leurs valises. Direction Rabat et Luanda. Cela fait partie de la dure réalité de la compétition. Tout à fait. Les Aigles du Mali signent leur 3e sortie aujourd'hui. Ce sera contre la République démocratique du Congo. Chez les nôtres, le moral est bon, la détermination totale. Voici quelques témoignages recueillis par notre envoyé spécial, Khalifa Namatraori. Un match qui est extrêmement important pour nous. On sait qu'on a la chance de faire un nul ou de gagner et ça passera. Donc voilà, il ne faudra pas passer à travers. Il faudra faire ce qu'il faut pour se qualifier et essayer d'élever notre niveau de jeu. On n'a pas réussi vraiment à trouver les bonnes formules pour pouvoir se faire plaisir offensivement. Voilà, on joue un petit peu à base de longs ballons, c'est pas ce qui est mieux. Donc là, on a un petit peu travaillé sur des schémas tactiques. On espère que demain, on va être prêt et on va se créer beaucoup plus d'occasions. Depuis 2 jours, ça va parce qu'on sait qu'on a le 3e match qui est déterminant pour nous, qui est, on va dire, le match le plus important, en tout cas pour le moment à la CAN pour nous. Donc on s'est remobilisé, on est confiant. On va donner tout ce qu'on a pour pouvoir se qualifier. Oui, avec le départ de Samouya Tabaré, ça n'a pas fait d'impact sur le groupe? Non, pas du tout, parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui est le plus important, c'est la nation. C'est l'équipe nationale, c'est pas l'individualité ou une personne qui fait l'équipe ou qui fait le Mali. Il a décidé de partir, donc il est parti. Maintenant, on a autre chose en tête, c'est-à-dire se qualifier. Et après, la vie continue. Bon, ça se prépare déjà en ayant digéré la défaite face au Ghana. Aujourd'hui, les 4 équipes du groupe peuvent se qualifier. La situation est plus favorable, on va dire, que l'année dernière, où on sait que ça dépend de nous, ce qui n'était pas le cas. Maintenant, il faudra montrer autre chose que ce qu'on a fait sur les 2 premiers matchs pour poser les difficultés à cette équipe du Congo qui a été séduisante jusqu'à présent. Le groupe écoutez, le groupe est composé des 22 joueurs qui sont contents de défendre les couleurs du Mali aujourd'hui. Il n'y a plus de blessés, tout le monde est en forme, donc j'ai pu avoir du temps pour réfléchir et pour afficher le meilleur 11 possible pour démarrer demain. J'espère qu'on sera tous heureux demain parce qu'on aura assuré notre qualification pour l'écart. Mais c'est à l'image de cette CAN, je veux dire, c'est pour beaucoup d'équipes, ce 3e match va être le match de l'espoir et le match de la mort. Et il faut tout donner et en tout cas montrer autre chose que ce qu'on a fait sur les 2 premiers matchs pour sortir du groupe, aller en quart et continuer l'aventure. Voilà, vous l'avez compris, demain c'est déjà aujourd'hui et ce match Mali-RDC à suivre à partir de 17h. C'est sur cet élément que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour la grande édition du soir, vous serez avec Nyanya Aliou Traoré. Soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale des zones occupées, c'est pour très bientôt. Qu'Allah protège le Mali. Au revoir.